Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est plutôt culturelle. En fait, pendant le confinement, je pense qu'on a tous eu un petit peu de temps chacun. Découvrir des passions, exercer sa passion, découvrir des films, des livres. Bref, je parle assez de livres sur ma chaîne et dans un de mes vlogs, certains étaient intéressés. Le bilan culturel de ce confinement, fallait bien qu'il serve à quelque chose d'une certaine manière. J'ai pu regarder des séries, ce que je prends jamais le temps de faire. Voilà, je privilégie la lecture, donc c'est pas quelque chose que je fais beaucoup. Mais il faut dire que pendant ce confinement, j'ai eu un éclair peut-être de génie. J'ai choisi beaucoup de séries qui m'ont énormément plu. Alors j'ai épluché le catalogue Netflix parce que voilà, on a pris Netflix à la sortie du Witcher et il y a beaucoup de choses intéressantes. Ça va pas être une très grosse vidéo parce que mine de rien pendant le confinement j'ai quand même travaillé, j'ai la chance de pouvoir travailler de chez moi. Je vais vous présenter 3 séries. Voilà, je vais quand même assez déblatérer dessus. Et une nouvelle passion. La première série que j'ai découverte, alors c'est très étrange parce que c'est un sport que je n'aime pas du tout à la base. Voilà, puis dès que je regarde la France jouer, ils perdent. Donc je parle du football. La seule fois que j'ai regardé la France où elle a gagné, c'est la dernière Coupe du Monde. Et encore, j'étais au fond d'un bar en Écosse, je voyais pas bien l'écran, donc c'est peut-être pour ça. Sinon, à chaque fois que j'ai regardé, ils perdaient. Voilà. Donc je ne regarde pas, j'ai pas envie de me mettre les supporters à dos. Je suis plutôt une amatrice de rugby. Sur Instagram c'est beaucoup revenu quand je porte des t-shirts, mais j'en ai fait pendant plusieurs années. Donc c'est un sport qui me... Je suis plus dans cette vision du sport et dans cette pratique du sport que le football. Par contre j'ai découvert une série sur le foot qui s'appelle The English Game, qui a été une très belle découverte. Franchement, j'ai adoré. En fait, c'est une série qui parle de la création du football en Angleterre. Et moi, j'y connais rien. Je veux dire, j'y connais rien. Je connais ramène la coupe à la maison et c'est tout, quoi. Au niveau, même les joueurs, tu vois, je connais certains dans la chanson, mais j'arrive pas à mettre des visages, tu vois, tellement je ne m'y intéresse pas. Et le truc, c'est que cette série, j'ai appris beaucoup de choses sur le football. Et notamment, je ne savais pas que le foot était un sport joué par la noblesse. On se situe en Angleterre en 1870. On suit 2 grosses trames scénaristiques, on va dire. On suit 2 joueurs écossais qui descendent donc de Glasgow, qui jouaient à Glasgow en Angleterre, et ils sont embauchés par un directeur d'usine de coton, de textile. Le gros problème qui se pose, c'est que le football n'était pas professionnel, c'est-à-dire qu'il était interdit de rémunérer les joueurs pour jouer. Donc là, ils sont totalement dans l'illégalité, et leur but, c'est de gagner la coupe d'Angleterre pour prouver que les ouvriers qui jouent notamment dans les usines, par le biais des usines, sont meilleurs que les nobles. Donc on suit cette trame-là, avec donc ces 2 prodiges du football qui ne jouent pas du tout de la même manière. On a le début, tu sais, des dribbles, des passes, ce genre de choses qui n'étaient pas trop faites. Quand tu regardes comment était le football avant, on avait vraiment un côté rugby, les coups étaient acceptés, ce genre de choses. Donc on suit cette trame-là, et on suit en parallèle la trame d'un jeune noble avec son épouse. Elle est enceinte et elle perd l'enfant. Ce qui est assez tragique. Lui, il est capitaine donc de son équipe, de l'équipe qui gagne la coupe depuis des années. Il est assez populaire, le foot est populaire, mine de rien. Ça commence à prendre vraiment d'importance, et notamment chez les ouvriers, pas que chez les nobles. Et c'est une star, et jusqu'au jour où, lors du premier match avec les ouvriers, il se rend compte qu'il y a de la concurrence et que le foot doit évoluer. En fait, le film parle des nécessités de l'évolution du football, que ça soit plus réservé comme un sport de noble, mais comme un sport populaire. Et c'est extrêmement important parce que je ne savais pas que ça avait créé autant de tensions. On est quand même allé jusqu'à des répressions dans les usines, ce genre de choses, parce que c'est un sport qui a été défendu jalousement par les écoles, voilà, dans les collèges, et qui était totalement truqué à la base. Et c'est un beau message sur le fait que le sang n'implique pas ta qualité de jeu. Bref, c'est ça. Donc c'est une série que j'ai beaucoup aimée pour plusieurs points, parce que c'est une peinture de l'époque autant sur le football, les pratiques, les classes sociales, le travail dans les usines, comment ça se passait, les salaires, la pauvreté, la jalousie, aussi, il y a beaucoup de choses inhérentes aussi à la professionnalisation des joueurs, la rémunération, c'est quelque chose d'important. Il y a aussi ce que j'ai bien aimé, le début en fait du foot et de tout ce qui l'entoure, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensaient déjà à des maillots, parce que moi je me suis tapé des barres pendant la série parce qu'ils jouent en bretelles. Voilà, ils jouent avec des espèces de pantalons en bretelles. C'est assez particulier quand tu vois qu'on est parti de là jusqu'à là, mais il y a déjà des gens en 1870 qui pensaient que faire des maillots adaptés, c'était une bonne chose. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Et du côté des nobles, bah, c'est toute cette aristocratie pédante qui regarde le peuple et qui en même temps se rend compte que le peuple
change, que la donne change d'une certaine manière, le peuple prend de plus en plus d'importance, et il y a les premières rébellions, on va dire même dans les usines, ce genre de choses, donc il y a un renversement du pouvoir et la prise de conscience par un noble que le football doit être pour tout le monde. Bref, j'ai adoré. Et notamment, il y a aussi, en dehors du football, une autre histoire très importante. La femme de ce noble perd son enfant et vit extrêmement mal. Et on a vraiment la vision de la société vis-à-vis donc de la perte d'un enfant, surtout dans ces milieux-là, comment elle le vit, comment c'est difficile, et c'est vraiment une peinture du siècle, parce qu'on parle aussi notamment des orphelinats, de comment forcer les jeunes femmes à accoucher pour enlever les enfants et les mettre faire du trafic, ce genre de choses. On est vraiment sur plein de thématiques différentes. Il y a des portraits de femmes qui parlent vraiment de ce que c'était la maternité à l'époque, de ce que ça représentait, le fait d'être une femme aussi à l'époque. Bref, j'ai bien aimé parce que ça parle de plein de sujets autres que le football, mais surtout de quelque chose que je ne connaissais pas, cette professionnalisation qui a tellement changé les choses et qui est hyper intéressante. Et franchement, j'ai vraiment été dedans, tant par les personnages. Alors en plus, ils parlent un peu écossais dans le film, donc j'aime beaucoup, tu vois, l'accent, tout ça. Les décors sont fabuleux, les costumes sont très très bien réussis. Il y a des moments, c'est très triste, les paysages sont très beaux. Les scènes de jeu sont vraiment bien parce que ça reste... c'est pas Galactic Football pour les gens qui connaissent Galactic Football, mais on est vraiment dans des matchs où on peut suivre, tu vois, même quand tu ne connais pas vraiment, où tu vois un peu les techniques de jeu, les gradins, comment c'est, tu vois, il y a vraiment plein de choses où tu voyais que la différenciation sociale c'était très important. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le message du film, en voyant que le football a quand même été le seul échappatoire à ces gens dans les usines pendant des années qui tramaient du jour à la nuit, qui faisaient travailler les enfants, tu vois, ce genre de choses. Et le foot, c'était tout ce qui leur faisait plaisir. C'était, voilà, le truc du village où les gens étaient heureux. Voilà, il y a quand même un début... Il y a aussi les émeutes qui sont abordées. Il faut savoir qu'en Angleterre, c'est quand même... Les Anglais sont quand même connus pour être assez violents comme supporters dans les stades. Mais c'est vrai que c'était passionnant. Moi, j'ai adoré. Je vous recommande, même si vous n'aimez pas le foot... Voilà, première, c'est une série qui est quand même, je dirais, plus historique qu'autre chose et qui dépeint une époque où on a plus tendance à dépeindre le milieu noble que le milieu ouvrier, et en même temps là on a les deux choses et c'est assez bon enfant, c'est pas très violent, tu peux regarder ça je pense avec des jeunes, c'est pas tu vois, on n'est pas là à montrer les conditions non plus de travail hyper pénibles, c'est pas sanglant, c'est assez familial et c'est ça que j'ai aimé. Et je le conseille pour ça, et pour tous les fans de foot, bah au moins vous apprendrez sûrement des choses là-dessus. On va quitter l'univers du ballon rond. Je voulais juste vous dire avant que j'ai essayé de regarder une série, je pense que c'est important aussi de vous dire ce que j'ai pas trop aimé, qui s'appelle Lunadera. Parce que c'est un petit côté espagnol, c'était une série sur la sorcellerie. Alors moi je me suis dit ouais, les sorcières en espagnol, ça a l'air génial. Et le pitch de départ, c'est une jeune fille dont la grand-mère est assassinée, sa grand-mère est sorcière, elle se retrouve avec son petit frère en bas âge, et elle se découvre sorcière, et le noble du village tombe amoureux d'elle. Bon, c'était très cliché, j'ai regardé les 2 premiers épisodes, j'ai trouvé ça fade, lent, assez mal joué, et le scénario... voilà. Donc j'ai abandonné au bout de 2 épisodes, une série qui regroupe des choses que j'adore, donc grosse déception pour cette série, mais en parlant de tout ce qui est sorcellerie, tout ça, il y a un reportage que j'ai regardé. Netflix, il y a des très bons reportages, je recommande aussi l'affaire Grégory pour les gens qui aiment tout ce qui est autour du crime, les reportages sont très très bons. Je vais vous parler de reportages qui sont assez problématiques. J'ai aimé cette série et en même temps elle m'a mis mal à l'aise à certains moments. Donc c'est une série de reportages qui s'appelle Dark Tourism. Alors, qu'est-ce que c'est le tourisme noir? C'est assez compliqué à vous expliquer. J'y ai déjà été confrontée plusieurs fois dans ma vie. En fait, le tourisme noir, je pourrais le définir comme du tourisme assez borderline où on visite des lieux qui sont soit glauques, soit glauques, sanglants, souvent des lieux de frissons. Et c'est assez global parce que je vais vous expliquer un peu ce que la série présente. Pour ma part, j'ai vécu le tourisme noir de 2 manières différentes. Je l'ai vécu de façon éducative par l'école, donc moi je classe pas comme ça du tourisme noir, mais je classe comme ça comme du tourisme historique, sachant que j'avais un guide et que c'était encadré par l'école et qu'on n'était pas à faire des selfies, contrairement à ce que j'ai pu voir des années après. Je me suis rendue à Auschwitz et Birkenau quand j'étais en 3e. Nous avons donc parcouru les camps, découvert
un peu la réalité derrière les images. C'est une visite, je ne veux pas vous en parler parce que c'est encore tellement gravé dans ma tête. Et en fait j'ai appris, et je sais que j'ai les gens que je connais qui y sont allés des années après, maintenant les gens prennent des selfies dans Auschwitz. C'est un peu ça le tourisme noir, c'est s'approprier des lieux un peu instagrammables aussi, alors que c'est pas le lieu pour faire ça. Moi je comprends pas. Et deuxième exemple, quand je me suis rendue à Budapest, si vous allez à Budapest, dans l'université centrale de Budapest, la plus grande université, il y a sur les murs des noms gravés des Budapestois qu'on a jetés à l'eau. Donc il y a eu un grand massacre. Plein de gens, même dans ma classe, ont décidé de prendre des photos devant ou prendre en photo. Voilà, c'est assez difficile à vous... J'ai pas de définition claire, il y a sûrement une définition Wikipédia qui existe. Donc au lieu de parler de moi, je vais parler de la série. La série présente donc différents tourismes noirs en fonction de la région du monde. Donc il y a l'Amérique du Sud. Je vais vous donner les thématiques pour vous rendre un peu compte de quoi ça va parler. On va autant parler de la Santa Muerte. Donc la Santa Muerte, c'est une fête nationale, la fête des morts. Donc vous connaissez Coco. Je sais pas si vous avez vu au Mexique par exemple Coco. C'est ça, mais tu as la Santa Muerte qui est plutôt festive, où on va rendre hommage aux morts. Mais il y a aussi un culte de la mort là-bas. Donc de la déesse morte. Et voilà, il y a des dérives. Il y a le nouveau tourisme autour de Pablo Escobar qui est très très présent, et moi je trouve ça assez hallucinant. Franchement c'est hallucinant, donc je me souviens que c'est... Et des tours donc touristiques pour, comme des escape games on va dire, dans ce genre là, où tu dois traverser la frontière entre l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, avec des gens qui sont payés pour jouer les passeurs, ceux qui raquettent, c'est violent, bref. C'est ça par exemple pour l'Amérique du Sud. Pour l'Amérique du Nord, il y a 2 épisodes dessus, il y a le McKinley Manor, vous avez plein de vidéos sur internet, donc une maison hantée qui pour moi n'est pas une maison hantée, mais sûrement les délires d'un dirigeant de cette maison. On a par exemple des tours autour du meurtre de Kennedy. Voilà, en voiture, tu peux faire le petit tour pour voir là où il a été assassiné. Plein de choses dans ce délire-là. En Afrique, il y a par exemple, le journaliste se rend auprès de gens qui n'ont pas compris que l'apartheid c'était fini, donc des communautés blanches qui sont dans la crainte d'une invasion d'une population noire au pouvoir, d'un génocide anti-blanc en fait, c'est ça, et qui préparent leur fuite, hein, ils sont vraiment dans ce domaine-là. Il y a des villages de communautés blanches, alors moi franchement ça m'a choquée quand j'ai vu ça. Donc voilà, il y a ça, il y a le visite, je crois que c'est à Johannesburg, de quartiers extrêmement violents. Il y a des tours, hein, il y a des touristes, à chaque fois c'est du tourisme, hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui visitent ces villes, il y a des gens qui se rendent à ce moment-là, et il y a tout un truc sur le voodoo, et ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'il y a vraiment une représentation des deux. Il y a l'Asie avec un village qui a des pratiques mortuaires assez originales. Voilà, ça c'est le truc qui m'a le plus marqué. Et en Europe, il y a tout ce qui est visite... Au niveau de l'Angleterre, il y a un camp où tu peux retracer la Seconde Guerre mondiale, voilà, à la frontière chypriote, et il y a tout ce côté un peu, vous savez, pays de l'Est, avec tous les essais nucléaires, où les gens font du tourisme de guerre, on appelle ça, donc c'est-à-dire qu'ils se rendent aussi dans des pays en guerre, par exemple, pour être aux côtés des soldats, pour voir, ils se baignent dans des lacs qui sont remplis de cochonneries, ils vont voir des explosions, voilà, ce genre de choses. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on va te montrer différents types de tourisme noir et on va pas tout mettre dans le même sac. C'est-à-dire qu'on va autant faire des tours à Fukushima par exemple, où on va clairement te dire qu'il ne faut pas y aller parce que en fait c'est pas du tout aux normes de sécurité, l'État ment sur les taux de radiation, ce genre de choses. Donc ça c'est hyper intéressant. Autant on va avoir du respect pour certaines villes où on parle de cartels et en fait on montre que derrière ces cartels il y a des gens intéressants, il y a des gens qui sont bons. Au niveau de la Santa Muerte par exemple, il y a ce délire là aussi. Il y a aussi beaucoup de respect, c'est-à-dire que par exemple il y a la forêt des suicidés au Japon, qui est assez connu, Logan Paul, voilà, vous resituez l'histoire, il la visite et il parle avec beaucoup de respect, le journaliste, c'est un néo-zélandais, il parle avec beaucoup de respect de tout ce qui est la vie humaine, voilà, on n'est pas non...
Des fois, il y a du sensationnalisme. C'est vraiment du journalisme à sensation. Des fois, je comprends pas le journaliste, il met sa vie en danger. Voilà, il est en même temps, voilà, il veut faire ça, ça. Et en fait, à chaque fois, il se rend compte que non, il peut pas le faire. Ou ce genre de choses. Notamment au niveau du vaudou, j'ai beaucoup aimé parce qu'ils ont représenté deux manières de voir le vaudou. Une manière assez positive et une manière plutôt négative. Moi, je savais pas qu'il y avait différents types de vaudou et que ça allait... Bon, il y a toujours du sang et des sacrifices dans le vaudou, mais des choses plutôt... pas bon enfant parce qu'on égorge des poulets, mais des choses qui sont pas non plus violentes envers les humains, à des choses où on se coupe avec des bouteilles, où on se tape la tête, où on se frappe, où il y a des trans, voilà, tu vois. Donc c'est plein de choses qui sont intéressantes, et en même temps ça parle du contexte historique. Je parle par exemple de Pablo Escobar, il y a beaucoup de choses qui sont faites autour de ça, de ses implications aujourd'hui. C'est intéressant de voir aussi le vécu des gens vis-à-vis de ces questions-là, vis-à-vis de ce tourisme-là, ils questionnent beaucoup. Voilà, le journaliste, il questionne toujours ce tourisme. Il ne le défend pas, je trouve, ni ne le méprise. À chaque fois, il y a un entre-deux, même s'il y a des endroits où il est plus dans le mode non que oui. Il y a des prises de parti. Mais j'ai beaucoup aimé parce qu'on rencontre plein de gens. À chaque fois, il va auprès de personnes. Et par exemple, il y a un reportage qui m'a beaucoup plu sur les tueurs en série aux États-Unis. Il y a des tours organisés. Il y a un tour organisé auprès de Jeffrey Dahmer, donc le cannibale de Milwaukee. C'est hyper intéressant parce qu'il y a plein de nanas qui sont amoureuses de lui, et là il y avait une nana qui était avec lui, il l'accompagne, qui est hyper fan, elle avait un crâne dans son sac, bon bref, un personnage, cette dame là. Ils se sont rendus auprès de la juge, je crois, qui a jugé ça, et après ils sont allés voir des communautés de fans, et directement c'est parti sur la magie, et la nana a dit mais c'est pas ça que je veux, tu vois. Il y a vraiment même des fans, tu vois, du tourisme qui sont déçus par les tours, et bref, je trouve ça très intéressant. Moi je savais pas qu'il y avait autant de tourisme autour de ça, et c'est quelque chose qui se développe énormément. C'est ce qu'il explique, si c'est en place, c'est que ça marche. Et en plus tu voyages, le journaliste est assez attachant, même si parfois il y a certaines réactions je comprends pas, quand on lui dit que c'est des zones de guerre et qu'il faut pas s'y rendre, il veut absolument s'y rendre, et il y a des moments où il met sa vie en danger, donc voilà, ça reste du journalisme à sensation aussi, mais j'ai bien aimé cette série, même si parfois je suis pas trop d'accord avec les conclusions du journaliste sur des questions, mais après, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a des choses qui m'ont pas du tout vraiment... Il y a des choses qui m'ont moins choquée que d'autres, tu vois, j'ai été vraiment choquée en Europe par le déguisement, et je pense que ça c'est issu de notre culture. Je pense qu'en fait on doit être plus ou moins choqué en fonction de notre vécu ou de notre passé au niveau de notre pays. Mais ce qui est bien, il y a vraiment beaucoup d'expositions de culture. Je parle de la culture africaine, par exemple, de la culture de l'Amérique du Sud, de la culture asiatique. C'était très intéressant, et c'est pas forcément des lieux qui sont le plus connus. Tu vois, quand il a dit qu'il allait en Europe, moi j'étais persuadée qu'il allait visiter les camps de concentration pour montrer que des gens faisaient des selfies, comme à Fukushima, tu vois. Mais en fait, non, tu vois, en Asie, il y a quand même un lieu, j'étais pas du tout au courant. Il y a des choses, tu vois, les tours pour traverser la frontière américaine et la frontière du Mexique, je crois. Il y a des choses, moi j'étais totalement pas au courant, et c'est important de s'informer pour aussi ne pas vouloir faire ce tour. Moi franchement, tous les reportages à la fin, je me suis dit ce n'est pas ce genre de tourisme que je veux faire. Ça montre ses dérives, et ça montre que ça engrosse quand même, tu donnes ton argent à des gens qui se font du business sur la mort d'autres personnes, sur des tueurs en série. On parle quand même de business sur des tueurs en série. Bon, après il y a des livres qui ont été écrits, hein. Je parle pas que il y a du business partout. Mais il y a du business dans des endroits assez glauques, tu vois. Il y a des gens qui ont tué d'autres personnes. Tu vois, moi, ça m'a vraiment choqué. Il y a un des amis de Pablo Escobar qui fait des tours, qui a même tué sa petite amie, et qu'on parle, mais du genre avec un détachement total, et qui se fait de l'argent sur ses meurtres, tu vois. C'est vraiment... Il y a des choses qui sont assez what the fuck. Donc... Voilà, c'est très intéressant d'une certaine manière. Il y a 2-3 fois où j'étais rebutée un peu par les images, je vous le dis, parce que c'est pas une série qui est adressée aux enfants. Il y a quand même beaucoup de sang, que ça soit sur le vaudou, en Asie, dans le village. Il y a le Makili Manor où il y a des images. Il y a des choses qui sont assez choquantes. Il y a les exorcismes aussi, tu vois. Il y a des choses qui sont... lourde quoi, donc c'est pas le genre de série que tu regardes forcément pour la détente, mais je vous la conseille parce que moi j'ai adoré de découvrir ce genre de choses. Il n'y a pas de saison 2 pour l'instant, j'aurais voulu découvrir plus de choses parce que comme le journaliste est néo-zélandais, ça c'est une force aussi, c'est que la Nouvelle-Zélande n'a pas de parti pris vraiment avec d'autres pays, tu vois. Elle fait partie du Commonwealth, mais
on n'est pas dans un... Tu vois, c'est pas un journalisme américain ou ce genre de choses. Donc, c'est qu'en Nouvelle-Zélande, ils sont pas pour le port d'armes, pas pour ce genre de choses. Donc, en fait, quand il est pointé par une arme, c'est ce qu'il dit. Quand il voit des armes, il fait « moi, j'ai pas l'habitude », tu vois, même la violence. La Nouvelle-Zélande, c'est pas vraiment connu pour être une terre forcément extrêmement violente de base. Autre plan, autre moment, bref, là, je vous parle de Mindhunter. Mindhunter, c'est une série qui est en 2 saisons pour l'instant. On attend la 3e avec beaucoup d'impatience. Bon, avec le Covid, en plus, ça va prendre plus de retard que c'était déjà prévu long, l'attente. Mindhunter, ça parle de quoi? C'est une série policière qui est la particularité de s'inspirer de faits réels. On suit 2 enquêteurs, en fait c'est le début du profilage, du profil psychologique des tueurs, et notamment des tueurs en séquence qu'on appelle aujourd'hui les tueurs en série. Établir un profil des crimes sadiques en fait, ou sexuels, sadiques et sexuels en général. Dans la première saison en fait on suit la création de ce bureau en fait qui se met en place, de ces nouvelles techniques de recherche qui a eu beaucoup de mal à se mettre en place au FBI parce que déjà, tueur en séquence, c'est pas quelque chose qu'on reconnaissait beaucoup. On était avec les vieilles méthodes, la police était plus ou moins corrompue selon les endroits. On était dans un contexte plutôt particulier aux États-Unis. Dans la première saison, on est confronté en fait à des personnages tels que Ed Kemper. Ed Kemper a eu la particularité de vouloir beaucoup parler en fait, mais c'était un grand bavard donc. Il l'interroge sur des cassettes, il leur pose des questions pour établir donc des profils psychologiques et donc devenir faire de la criminologie. Cette saison 2, elle a été un petit peu moins appréciée, personnellement je l'ai tout autant aimée que la saison 1. Je pense parce que on ne sait pas la vérité à la fin, ça n'a jamais été su. Alors la saison 2, le plot, c'est quoi? En fait, les agents vont devoir se diriger notamment à Atlanta, tout est inspiré de faits réels. Hein. Et en plus les acteurs ressemblent beaucoup, notamment les criminels, aux personnages, aux vrais criminels. Ils ont repris les enregistrements qui ont été véritablement tournés, donc c'est une série qui est très sérieuse. Alors, cette saison, elle est très triste et elle va au-delà je trouve, sur certains points de la première saison. On parle du meurtre de dizaines d'enfants noirs à Atlanta, des enfants qu'on a mis sur le côté notamment à cause de leur couleur de peau. Voilà, il y a la ségrégation qui était très présente. Bref, on les a un peu oubliés, sauf que les gens savent que ça allait de profils de 10 ans jusqu'à 17 ans, 19 ans, je crois qu'il y a même eu 20 ans, où des jeunes garçons, surtout des jeunes garçons, il y a eu je crois 2-3 filles, ont été agressés. Donc les enquêteurs, ils vont se retrouver face à un tueur qu'ils ont beaucoup de mal à identifier. Notamment, la grosse question de cette saison, c'est que en pleine guerre raciale, on va dire, c'est compliqué de dire aux médias, notamment dans une ville gérée par un maire noir, que le tueur potentiel serait noir. Voilà, parce que dans les profils psychologiques c'était très peu mis en avant et que là on va au-delà en fait de la criminologie, on va dans la politique. Et c'est hyper intéressant au niveau de ça parce qu'il y a des gros soucis là-dessus. Et cette saison 2, je l'ai trouvée vraiment très bonne. Alors autant la 1 est extraordinaire parce que Ed Kemper est extraordinaire dedans. La saison 2 en fait on voit beaucoup de criminels. On est confronté à Charles Manson qui démystifie un petit peu Charles Manson et c'est ce que j'ai aimé parce que voilà, on a tout juste dans la tête du genre le chef de culte, voilà, la famille, et là c'est vraiment, il est démystifié je trouve, donc c'est très intéressant. En plus visuellement c'est hyper impactant, ça m'a filé les chocottes de le voir, tu vois, il lui ressemble vraiment l'acteur. On a le fils de Sam, donc pour les gens qui regardent ce genre de vidéos, sorte de vidéos sur la criminologie, on a vraiment des gros tueurs, des tueurs qui sont très importants. Et ce qui est hyper intéressant, et ça profile la saison 3, j'ai tellement envie de savoir. En fait, à chaque fois, on voit un peu dans les saisons, en parallèle des enquêtes, tout ça, un tueur qui prépare ses coups. Et là, tu sais que c'est BTK, qui envoie notamment des lettres à la police pour choisir son nom, bref. Et c'est une série que je suis obligée de vous recommander parce que tant les enquêtes sont bonnes, les acteurs, le jeu d'acteur est fou, il y a de la tension, ça va au-delà de la criminologie en parlant de la politique. Dans cette saison, il y a aussi la question de l'homosexualité féminine, comment gérer ça à une époque où c'était pas accepté et surtout vis-à-vis de tes collègues. Et il y a un truc affreux, j'ai pas envie de vous dire parce que je pense que ça spoil, mais un des commandants va être confronté à un meurtre d'enfant. Ah, c'était trop glauque. Et il y a une question aussi sur le pardon. En fait la grande question c'est, naît-on psychopathe tueur en série ou le devient-on?
C'est vraiment la question que ça soulève. Et j'ai beaucoup aimé cette saison, notamment dans le traitement des médias, comment ils ont traité les affaires juridiques, les familles. Notamment, il y a une scène où les gens marchent pour témoigner de leur peine. Ces femmes qu'on n'écoute pas, parce que ce sont des femmes, et notamment des femmes de couleur, et qu'on leur a retiré leurs petits, c'est horrible. Mais c'est hyper intéressant. Et pour le coup, je trouve que c'est la série la plus réaliste d'après ce que j'en ai vu dans les reportages, même beaucoup de professionnels le pensent. Mindhunter, c'est une très bonne série. Après, c'est très violent aussi, hein. On aborde, les criminels vont parler de leurs crimes face caméra, sans empathie la plupart du temps. Voilà, on est confronté aux mensonges. La série est bourdonnante d'inspiration et j'ai tellement hâte de retrouver sa saison 3 où potentiellement on va retrouver BTK qui est quand même un des tueurs en série les plus connus du siècle passé. Donc j'ai vraiment hâte de connaître la suite. Voilà, c'est une série assez compliquée à expliquer et je peux pas vraiment faire de blagues là-dessus parce qu'on parle quand même du meurtre d'enfants. Enfin, je vais vous présenter une activité manuelle. Je me suis découvert une passion. Alors cette passion, c'est le tricot. Mamie est de retour. C'est pas vraiment... Oui, c'est... Comment on pourrait dire ça? La broderie. C'est pas du tricot, c'est de la broderie. J'ai fait beaucoup de points de croix quand j'étais petite parce que comme beaucoup d'enfants, j'ai des grands-mères qui cousent. Voilà. Donc forcément, j'ai appris à faire du point de croix, donc ça m'a aidé, je tiens à le dire dès le début, pour ça. Donc je me suis mis à la broderie sans prendre de cours, sans regarder. J'y suis allée en mode YOLO et je suis contente parce que je pense... Et en plus, ça fait un lien avec Mindhunter d'une certaine manière. Je pense que c'est le genre de truc qui te vide la tête totalement parce que t'es concentré sur un point et tu penses à rien. Vraiment, pendant le confinement, ça m'a calmé de ouf. Et vraiment, ça calmait mes angoisses, c'était super. Franchement, c'était super. Mais ce qui est très drôle, c'est que ça calme, ça te fait tellement penser à autre chose que des meurtrières en série, et notamment certaines mères abusives qu'on a connues voilà, via certains tueurs en série, faisaient de la broderie ou du tricot ou ce genre de choses parce que ça les détendait dans leurs accès de violence. Bref, voilà. Le lien un peu psychopathe. Vous allez vous dire, mais elle en a pas fait beaucoup. Bah, mine de rien, ça prend du temps, ces trucs-là. J'ai essayé de faire des styles différents. Ma technique, c'était un peu de dessiner au feutre. Alors, des fois, on le voit, mais à main levée sur le truc pour avoir un peu un modèle à suivre, parce que, mine de rien, c'est un peu compliqué si t'as pas un modèle. Je sais que, normalement, il y a du papier transparent que tu peux comment dire, décalquer des modèles dessus, que c'est quand même mieux parce que c'est moins what the fuck et c'est moins du genre je couds là où je peux. Le premier, alors j'ai fait un truc un peu floral, alors attention, youtubeuse est de retour. Voilà, donc avec des fleurs. Bref, ça m'a beaucoup plu. Alors normalement tu le mets autour d'un arceau, hein, quoi, tu pourrais être jolie. Bon, derrière on est sur une catastrophe. Mais devant ça va, c'est plutôt potable. Donc je suis contente. Alors ça m'a pris quand même 3 jours. Hein. Donc on est sur ce délire là. Après j'ai fait plusieurs trucs de fleurs, mais j'ai essayé d'autres styles. Alors ça, dans ma tête, je me suis imaginé un truc un petit peu viking, vous voyez. Donc avec des lettres, des runes, des lunes. Bref, ça m'amuse. Faut bien serrer derrière. Voilà, et ne pas coudre les bords, mais tu vois, ça s'est détaché parce que quelqu'un a voulu le passer au repassage. Donc en fait, ça a été, voilà, j'ai pas assez serré mon fil derrière. Mais on en apprend tous les jours. Et ça, j'étais en train de le faire, je l'ai pas fini. Une référence à Harry Potter. Le truc, c'est que comme les lettres, je les fais à main levée, bah c'est pas très... c'est un peu pas raté, mais... Voilà, en plus là, vous voyez un double. Mais c'est Until the very, very end. Oh là, je sais plus parler... Les reliques de la mort et un cerf, en fait une couronne de cerf avec des fleurs. Voilà, ce que j'aime bien en plus avec la broderie, c'est que tu peux faire des effets, tu sais, un peu molletonnés au-dessus. Et enfin mon préféré, ça c'est à la suite de Dark Crystal, je sais pas, j'avais envie de le faire. Je suis allée sur, je crois que c'est Pinterest, j'ai tapé cristal et j'ai vu la forme à peu près d'un cristal. Après j'ai improvisé, voilà, j'ai fait un petit cristal comme ça. Voilà, donc la broderie c'était un peu la découverte, je suis contente, c'est un truc que je vais continuer à faire, notamment customiser mes vêtements, parce qu'il faut savoir qu'il y a un truc que je déteste dans la vie, c'est d'être sapée comme tout le monde. C'est pour ça que je me sape un peu bizarrement, mais j'aime pas avoir les mêmes trucs que tout le monde, et ça depuis que je suis petite c'est un truc que je ne supporte pas. Et c'est vrai que pendant des années,
Là c'est un peu la confidence vêtements, surtout que j'achète très peu de vêtements. Les gens me demandent comment j'achète des livres, je ne me maquille pas, j'achète pas de vêtements. Voilà, j'achète une paire de chaussures tous les 3 ans, donc voilà, je peux investir mon argent là dans d'autres choses. Et que je suis une grande fan de Doc Martens, j'en porte depuis mes 18 mois, pour vous dire. Mais voilà, j'en porte voilà, 18 mois j'en avais déjà, j'en ai porté beaucoup au collège où je me faisais insulter parce que je portais des Doc Martens. J'en ai porté au lycée où j'ai eu des remarques là-dessus. J'en ai porté à la fac ou en fac de droit, on m'a dit clairement tu mets pas ce genre de chaussures ici. Et là, depuis 3-4 ans, c'est la mode et en fait, je n'aime que les Doc Martens, je n'aime pas les autres chaussures et je suis vraiment dans une haine et un dégoût parce qu'il y a tellement de gens qui mettent maintenant ces chaussures que ça m'énerve en fait de voir au pied tous mes chaussures que je porte des fois depuis des années au pied de tout le monde quoi, donc c'est un peu saoulant. Je pense que ça peut vous arriver aussi. Bref, c'est un peu comme ça et depuis des années en fait j'achète en Angleterre. Je peux prendre le bateau pour aller en Angleterre assez facilement, ça fait quelques années que j'y vais au moins une fois tous les ans, tous les 2 ans, donc j'ai acheté des trucs en Angleterre parce qu'au moins les gens étaient pas sapés comme moi. L'avantage. Mais là, en fait, je me dis, la broderie, ça peut être un moyen de customiser, même si j'ai la même veste et que je marque un autre truc, tu vois, je vais pas marquer fuck, mais tu vois, un truc, je brode quelque chose, que je fais quelque chose, ça customise, et au moins, je serais pas en mode, j'ai la même veste que la personne d'à côté. Une des choses qui me fait le plus rire dans les mariages, c'est les gens qui sont sapés pareil et en plus qui sont assis pareil. J'ai déjà été à un mariage où c'était le cas. Et je peux vous dire que les personnes faisaient la gueule pendant le mariage. Mais voilà, c'est quelque chose, je pense que tout le monde a envie de sortir un petit peu différent. Et c'est vrai que moi, le style vestimentaire, n'ayant pas de style particulier, même n'ayant pas vraiment de goût en matière de vêtements toujours, c'est vrai que j'aime bien avoir des trucs différents. Et la broderie, en fait, je voulais tester déjà en petite broderie comme ça, pour pouvoir ensuite broder sur des vêtements. Tu vois, tu brodes ça sur une veste, derrière ça peut être sympa, ça change. T'auras pas la veste de Jackie à côté, donc c'est l'avantage. Sur ce point du genre on déblatère sur les vêtements alors que je n'ai aucun intérêt pour la mode, faut dire ce qui est, je vous souhaite de très bonnes lectures. Et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez découvert, ce que vous avez fait pendant le confinement, voilà, si vous êtes mis à la musique, si vous avez appris une langue. Moi j'ai voulu me remettre à l'italien, et mine de rien j'ai quand même eu pas mal de choses à faire, j'étais quand même pas mal occupée à cause du boulot. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont essayé, voilà, qui se sont mis au sport, qui ont fait plein de choses différentes, et c'est ça aussi, de tirer un peu du malheur, même si, bon, il y a pire que, je pense, le confinement dans la vie, quelque chose de positif, et on aime le positif, et sur ce, bah voilà, maintenant j'ai un skill de mamie, et je peux dire dans les soirées, attention, je sais broder, les gars. Voilà, c'est pas forcément quelque chose que t'exposes, mais au moins, ça fait un truc en plus, et qui pourra me servir plus tard pour plein de choses, parce que la broderie, tu peux faire plein de choses. Tu vois, il y a broderie et broderie. Quand je vois ce que ma grand-mère brode, c'est très différent. Après, chacun aime ce qu'il veut, mais c'est pas du tout la même manière de broder, de faire le genre de motif. Donc ça, c'est plutôt cool, en fait. Et c'est un truc que tu peux partager avec des personnes peut-être un peu plus âgées, ou même partager avec ton petit frère et ta petite sœur, parce que quand t'as pris le coup, après, c'est pas non plus compliqué, selon moi. Après, chacun est plus ou moins doué de ses mains, sans me jeter de fleurs, mais voilà, il y a des gens, ils sont hermétiques, comme ils sont hermétiques au dessin, ils sont hermétiques à plein de choses. Donc sur ce, n'hésitez pas, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures.